Non, il n'était pas là, ni au funérarium, ni à l'église de la Madeleine. Ce jour-là, la France entière avait les yeux rivés sur le cercueil blanc de Johnny Hallyday, mais l'absence d'un homme a pesé plus lourd que toutes les présences, celle de Jean-Jacques Goldman. L'artiste préféré des Français, celui dont les chansons avaient accompagné toutes les générations, n'avait prononcé ni mot ni larme, un silence immense, presque religieux, qui a traversé les écrans et les consciences. Pour certains, c'était une trahison, pour d'autres, un acte de pudeur, mais tous s'accordaient à dire que ce mutisme cachait quelque chose. 8 ans plus tard, en 2025, Goldman parle enfin. Devant les caméras de France 1, il murmure simplement « Nous étions de 2 planètes différentes ». Une phrase brève, mais chargée d'un monde. Derrière ces mots, il y a la reconnaissance d'une distance, mais aussi d'un respect inaltérable. Johnny, le feu. Goldman, l'ombre. 2 façons de vivre la musique, 2 rapports à la gloire. Le premier brûlait tout ce qu'il touchait, le second disparaissait derrière chaque note. Cette parole tardive ravive des souvenirs enfouis. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi ce silence si long, si lourd? Certains y voient la pudeur d'un homme blessé par le spectacle du deuil. D'autres devinent une réflexion plus profonde, celle d'un artiste qui a toujours refusé que l'émotion devienne un produit. Depuis des décennies, Goldman incarne cette idée presque subversive dans un monde d'excès, ne pas tout dire, ne pas tout montrer, et surtout ne jamais confondre la sincérité avec la mise en scène. Ce soir-là, les téléspectateurs redécouvrent un homme dont le retrait n'est pas une fuite, mais une fidélité. Fidélité à une certaine idée de l'art, celle où les mots comptent seulement quand ils sont nécessaires. Son visage marqué par le temps, sa voix calme, presque fragile, redonne chair à une figure que la France croyait perdue. En brisant le silence, Jean-Jacques Goldman ne fait pas un retour. Il accomplit un geste de vérité. Car parfois, il faut s'effacer longtemps pour que la parole retrouve son poids. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris, dans une famille façonnée par le courage et la pudeur. Son père, Alter Mojżesz Goldman, juif polonais rescapé de la guerre, fut un héros de la résistance française. De lui, Jean-Jacques hérite le goût du silence et le sens du devoir. Sa mère, Ruth Embrun, infirmière d'origine allemande, lui transmet la bonté tranquille, cette capacité rare de voir le monde sans cynisme, mais derrière cette cellule familiale empreinte de droiture, une tragédie va tout bouleverser. L'assassinat de son frère aîné, Pierre, militant d'extrême gauche, en 1979, ce meurtre, resté sans explication claire, scelle pour toujours son rapport douloureux à la lumière publique. Ce drame intime, Goldman ne le commentera jamais ouvertement. Mais à travers son œuvre, on sent la cicatrice. Ses chansons, souvent empreintes de nostalgie et de retenue, disent la difficulté de croire encore dans un monde abîmé par le bruit et la haine. Il suffira d'un signe. Envole-moi, comme toi. Derrière les refrains fédérateurs, il y a toujours ce regard d'enfant blessé qui cherche la beauté dans l'humilité. À l'école, il se distingue peu. Au lycée François Villon, puis à l'ESCP, il étudie sagement. Sans ambition spectaculaire, il aurait pu devenir un cadre ordinaire, un homme de chiffres et de bureau, mais la musique le rattrape comme un hasard du destin. En 1975, il rejoint le groupe Taifong, formation franco-vietnamienne aux accents progressifs. Leur univers psychédélique contraste avec sa simplicité naturelle, mais Goldman y apprend l'essentiel, la rigueur, la fraternité, le sens collectif. C'est pourtant seul qu'il trouvera sa vraie voix. En 1981, il suffira d'un signe, envahit les ondes et marque le début d'une ascension fulgurante. Loin des paillettes, il impose un style sincère, presque modeste, mais d'une puissance émotionnelle rare. Sa musique parle à tous, ouvriers, étudiants, parents, enfants. Dans une France qui doute, Goldman devient le miroir apaisant de ceux qui croient encore à la droiture, et derrière chaque note, chaque mot plane l'ombre du frère disparu, celle d'un passé qu'il a juré de transformer en musique plutôt qu'en colère. Ainsi se forge la légende d'un homme discret, né de la douleur, mais tourné vers la lumière, qui n'a jamais confondu le succès avec la gloire, ni la pudeur avec la faiblesse. Les années 1980 font de Jean-Jacques Goldman une icône nationale. À contre-courant des vedettes tapageuses, il incarne une France simple, laborieuse et sincère.
Ces chansons deviennent des hymnes populaires. Quand la musique est bonne, envole-moi, encore un matin. Ses paroles sont claires, directes, mais chargées de profondeur morale. Goldman chante la dignité du quotidien, la beauté des gestes modestes, là où d'autres cherchent à séduire, lui cherchent à comprendre. Son succès est fulgurant, mais sa modestie demeure intacte. Toujours la même chemise, le même ton calme, la même absence de scandale. Il semble appartenir à une autre époque, celle où la gloire n'était pas encore une performance. En 1986, il offre à Johnny Hallyday l'album Gang, bijou de rock et de poésie. C'est un tournant. Grâce à Goldman, Johnny retrouve son souffle artistique, son image se régénère. Entre eux, une relation singulière, naît, mélange d'admiration, de respect et de distance. Goldman écrit pour Johnny sans jamais chercher à l'imiter. Il comprend son énergie brute, sa rage de vivre, mais garde sa propre voix, intérieure et pudique. Leur collaboration, bien que fructueuse, révèle deux visions du monde irréconciliables. Johnny se nourrit du feu, Goldman du silence. Et c'est précisément cette différence qui rend leur union artistique si unique. Dans les années qui suivent, Goldman continue de composer pour d'autres. Céline Dion, Patricia Cass, Florent Pagny, Marc Lavoine, tous bénéficient de sa plume. Il devient l'architecte discret de la chanson française. Derrière les succès planétaires, un homme qui fuit les projecteurs, il refuse les tapis rouges, décline les interviews et garde toujours la même ligne, chanter vrai, vivre juste. Mais cette perfection morale a un prix. Derrière la discipline et la pudeur se cache une fatigue grandissante, une lassitude face à la machine médiatique. Peu à peu, Goldman se retire du bruit, sans fracas, sans adieu. Ce retrait n'est pas une disparition, mais une continuité logique d'un homme qui a toujours préféré la vérité à la mise en scène. L'année 2004 marque la rupture. Sans communiquer, sans tournée d'adieu, Jean-Jacques Goldman quitte la scène et se tait. Ce silence prolongé déroute la France entière. Les rumeurs se multiplient, burn-out, désaccords internes, rejet du show business, crise existentielle, mais la vérité est plus simple et plus profonde. Goldman s'éloigne pour être en accord avec lui-même. « Vivre comme je chante », disait-il souvent. Il ne voulait plus que ses mots soient déformés par le vacarme médiatique, ni que la charité devienne spectacle. Pendant 20 ans, son absence devient légende. On croit tout savoir de lui, qu'il vit à Marseille, puis à Londres, qu'il se déplace à vélo, qu'il fréquente les cafés anonymes comme un homme ordinaire. On invente des maladies, des faillites, des exils. Mais la réalité échappe à tous. Goldman ne fuit pas. Il choisit la cohérence. Loin des caméras, il écrit encore, en silence, pour quelques proches, pour des œuvres caritatives, pour lui-même surtout. Ce retrait révèle la radicalité de son idéal. La gloire n'est rien si elle empêche la paix intérieure. Il refuse de devenir une marque, de transformer son nom en produit. Là où tant d'artistes se battent pour durer, lui préfère disparaître dignement. Ses rares amis parlent d'un homme apaisé. Marié à Nathalie, père de 6 enfants, il consacre son temps à la transmission, à la lecture, à la marche. Il a bâti un patrimoine solide, non pour s'enrichir, mais pour protéger sa liberté. Plus de 300 chansons, des droits d'auteur stables, une fortune estimée à plus de 100 millions d'euros, mais il vit comme un professeur de quartier. Pas de villa extravagante, pas de collection de voitures, seulement un appartement sobre et un vieux vélo. Sa richesse, c'est le temps, celui de penser, d'aimer, de se taire. Pour Goldman, le silence n'est pas absence, mais continuité. Il ne se retire pas du monde, il s'en écarte juste assez pour en préserver le sens. Là où Johnny brûlait pour exister, Goldman s'efface pour durer. Son mystère devient sa voix la plus forte, celle d'un homme qui, en refusant la lumière, a su l'incarner mieux que quiconque. Janvier 2025. Une date que la France n'oubliera pas. Après 20 ans d'absence, Jean-Jacques Goldman accepte enfin une interview. Pas un retour, pas une promotion, une conversation, simple, dépouillée, presque spirituelle. Sur le plateau feutré de France, face à Anne-Sophie Lapix, il sourit timidement. Les cheveux gris, la chemise bleue, la voix plus lente. Et ses premiers mots, parce que le silence aussi mérite qu'on l'explique. La phrase tombe comme une évidence. L'émotion est immédiate. En quelques secondes, le pays tout entier retient son souffle. Durant 40 minutes, il parle peu mais juste. Pas d'effet, pas de regret. Lorsqu'on évoque Johnny Hallyday,
Son regard se voile d'une tendresse pudique. Johnny m'a offert sa confiance. Nous n'étions pas amis au sens courant, mais il m'a appris le courage. Tring. Cette confession bouleverse les téléspectateurs. Il ne pleure pas, ne s'excuse pas, il exprime seulement une gratitude pure, sans artifice. En cet instant, on comprend que ce n'est pas un hommage à Johnny, mais une manière de solder une dette de silence. Il raconte la nuit où est né. « Je te promets. Johnny m'avait dit « Je veux une chanson d'amour qui tienne debout. » J'ai compris qu'il parlait de lui-même. Autour du plateau, le silence devient presque sacré. Pas d'images d'archives, pas de musique en fond, seulement cette voix qui semble venir d'un autre temps, une voix où l'humilité devient grandeur. À la fin de l'émission, il murmure « Nous ne nous sommes jamais vraiment compris, mais nous nous sommes entendus. C'est mieux. » Cette phrase, anodine en apparence, traverse le pays. Les journaux titrent « Goldman parle enfin ». Les réseaux sociaux s'enflammant, mais avec une douceur rare, on ne commande pas, on écoute. Les ventes de ces anciens albums explosent. Entre Gris clair et Gris foncé remontent en tête des classements, Gang réapparaît dans le top 10. Pourtant, Goldman ne profite pas de cette renaissance médiatique. Le lendemain matin, il quitte Paris discrètement, direction Londres. Pas de communiqué, pas de tournée annoncée, il a dit ce qu'il avait à dire, rien de plus. Cette interview n'était pas une réapparition, mais un adieu en douceur. Un passage de témoin entre deux France, celle du vacarme et celle du silence. Ce soir-là, la nation a compris qu'il existe des au revoir qui ne s'expliquent pas, ils se devinent, dans la pudeur d'un regard, dans le murmure d'une chanson. Goldman, sans mourir, venait de quitter la scène une seconde fois. Depuis cette soirée d'hiver, Jean-Jacques Goldman est retourné à son invisibilité choisie. Aucun nouvel album, aucune apparition publique, aucune trace sur les réseaux. Pourtant, son ombre continue d'habiter la mémoire collective. En 2025, il demeure l'une des personnalités préférées des Français devant des artistes en pleine activité. Ce paradoxe fascine. Comment un homme absent depuis 20 ans peut-il rester aussi présent dans le cœur du public? La réponse tient dans une équation rare. La sincérité vaut plus que la visibilité. Son héritage dépasse la musique. Derrière l'artiste, il y a un penseur discret, un moraliste sans discours. Ses chansons sont étudiées dans les écoles, analysées comme des poèmes modernes. Elles parlent d'humanité, d'équilibre, de simplicité des valeurs en voie d'extinction, dans une époque saturée d'ego. Des auteurs de la nouvelle génération, comme Vianney ou Zaz, revendiquent son influence, une écriture dépouillée, juste, sans tricherie. Goldman, lui, observe tout cela de loin. Sans intervenir, il a toujours considéré que les chansons ne lui appartenaient plus une fois qu'elles avaient touché le public. Peut être des chansons utiles, le reste ne m'appartient pas, a-t-il confié en 2025. Son patrimoine matériel est géré avec la même rigueur que son art. Une société londonienne protège ses droits, répartis équitablement entre ses enfants. Il a refusé plusieurs offres colossales de rachat de son catalogue, préférant préserver la pureté de son œuvre. Gagner de l'argent, c'est bien, ne pas en dépendre, c'est mieux, avait-il résumé un jour. Ce refus du compromis, ce mépris tranquille du marché, font de lui un homme libre, un mot devenu rare dans le vocabulaire de la célébrité. Aujourd'hui, Goldman ne cherche plus à convaincre. Son silence, paradoxalement, parle encore. Il dit la fidélité, la cohérence, la résistance au vacarme. Là où tant d'artistes veulent survivre à leur mort, lui a choisi de disparaître vivant. Et c'est peu être cela, le vrai génie, savoir s'effacer au moment juste pour que la musique, elle, ne s'éteigne jamais. Jean-Jacques Goldman, poète du silence, a traversé la gloire sans jamais s'y perdre. De l'enfant marqué par la guerre et la mort de son frère, à l'auteur des hymnes les plus populaires de France, il a toujours choisi la retenue plutôt que le tumulte. Son départ en 2004, puis sa brève réapparition en 2025, ont scellé son mythe, celui d'un homme libre, fidèle à sa pudeur, qui a transformé le succès en effacement et la lumière en cohérence. Aujourd'hui encore, son silence parle plus fort que tous les bruits du monde.